Bonsoir à toutes et à tous. Le projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest s'achève avec grand satisfecit. L'atelier de capitalisation de ces acquis accouche d'un plaidoyer pour sa pérennisation. Les travaux de cette réunion bilan des 14 projets mis en œuvre par Variwa se sont refermés ce matin à Cotonou après 72 heures. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption va donner son coup de main pour ramener l'église au milieu du village. Maître Jacques Migan l'a dit à Édouard Locaux ce matin. Le président de la HAC a reçu la visite de courtoisie de son hôte qui promet des mesures d'accompagnement pour limiter les pratiques compromettantes dans les médias béninois. Et puis il existe désormais une interprofession dans la filière anarcade au Bénin. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue hier au ministère de l'Agriculture à Cotonou. On vise de plus grands rendements dans la production de cette spéculation. Mais avant le développement de ces titres, c'est la grosse info de la soirée. Bonne est-elle. Le Bénin vient de battre le Rwanda par un score de 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une deuxième victoire consécutive pour les Guépards du Bénin en 3 sorties dans cette course qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Steve Mounier a ouvert le score à la 7e minute de jeu contre un corner de Jonel Dessous. Andreas Routondi, entré en jeu en début de seconde période, a inscrit le deuxième but béninois à la 67e minute avant que Imouran Hassan corse l'avantage pour le Bénin 3 minutes plus tard. Son premier but d'ailleurs en équipe nationale. Après cette victoire, la manche retour de cette double confrontation avec le Rwanda est prévue mardi prochain à Kigali, en terre rwandaise. Eh bien, l'atelier de capitalisation des acquis du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, Variwa, se conjugue désormais au passé. Les travaux ont démarré mardi dernier à Cotonou. Ils ont pris fin hier en aboutissant à l'élaboration d'un plaidoyer. Le point de la cérémonie de clôture avec Hugues Vinibé. Très joli là. Très joli. Ça, c'est ma première chemise africaine. Réalisée au Bénin. On m'a dit que c'est réalisé au Bénin. Hein? Oui. Comme le whisky du baobab. C'est dans cette ambiance que s'achèvent les travaux de l'atelier de capitalisation des acquis du projet Variwa. Signe que les résultats ont comblé les attentes, notamment celles du partenaire, l'Union européenne. Je vous donne aujourd'hui mon engagement personnel afin de soutenir Variwa à Bruxelles. Le premier engagement, je l'ai déjà pris et réalisé dans le sens que les 23 et 24 octobre, la Commission européenne organise ici, dans cet hôtel à Cotonou, une conférence sur l'innovation et le rôle de l'enseignement supérieur. Et j'ai obtenu aujourd'hui que Variwa soit invité comme exemple concret d'expérience dans ce domaine. Pendant 3 jours, les parties prenantes ont passé au scanner les réalisations du projet Variwa, bénéficié d'un renforcement de capacité sur la monétisation d'un brevet et édicté un document de plaidoyer. Nous avons fait le bilan. Et ce bilan nous montre que nous avons des contraintes, quelques contraintes. Ce bilan nous a montré qu'il y a quelques difficultés. Mais le plus important, c'est qu'on puisse pérenniser ce projet-là pour que le bénéfice de toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'élaborer un plaidoyer que nous avons préparé déjà, que nous allons affiner et que nous allons présenter au mois d'avril au Sénégal. Dans le déploiement d'énergie utile à la croissance de vos activités, pensez à ce monde universitaire qui est à votre disposition pour vous amener à des niveaux supérieurs qui dépassent le classique que nous connaissons. Pour rappel, ce projet est porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales
opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Je l'annonçais en charpente, le ballet des personnalités se poursuit. Au cabinet du président de la HAC, Édouard Loko, a reçu en audience ce matin le haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. Il s'agit d'une visite de courtoisie de celui dont la mission est d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans les secteurs publics et privés. Jacques Migan a saisi l'occasion de ce rendez-vous formel pour présenter au président en charge de l'autorité de régulation des médias les mesures d'accompagnement du Haut-Commissariat dans le cadre de la prévention de la corruption dans les médias. À la sortie d'audience, voici la substance de sa déclaration. Il est au micro de Maël Roubelou. Il va de soi qu'après notre nomination et surtout après la prestation de serment, et surtout que l'équipe du Haut-Commissariat est constituée, que nous rendions une visite de courtoisie aux différents responsables des institutions. Je ne crois pas au hasard. Il se fait que ce jour, nous avions rendu une visite de courtoisie au président de la HAC. Vous vous souviendrez que le 22 juillet dernier, nous avions prêté serment en même temps que les membres de la HAC. Je crois que c'est un honneur pour nous. Et vous savez, en rencontrant le président, nous avions évoqué un certain nombre de sujets relatifs aux acteurs des médias. On dit souvent chez nous que la presse est indépendante. Elle est libre. Mais comment peut-on parler de liberté de la presse quand on sait que les acteurs ne sont pas indépendants? Comment peut-on parler de liberté de la presse quand les acteurs, c'est-à-dire les journalistes que vous constituez, les techniciens, ne vivent pas dans de très bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail? Lorsque vous n'avez pas les conditions qu'il faut pour travailler, nécessairement, il y a la dignité qui se perd. Il y a l'éthique qui n'est pas là. Et ça conduit vers la corruption. Là, lorsque vous créez les bonnes conditions aux gens, vous commencez déjà à les prévenir contre tout ce qui peut être ou effacer, je dirais, leur dignité. L'éthique. Donc, nous sommes au niveau du Haut-Commissariat. Nous allons accompagner la HAC pour qu'un travail se fasse dans ce sens, pour que les responsables de presse honorent leur engagement, fassent monde responsable envers leurs collaborateurs qui constituent les salariés, c'est-à-dire les journalistes, les techniciens, pour qu'ils vivent dans des conditions de vie décentes. C'était Jacques Migan. Le Bénin accueille pour la première fois le congrès international sur la drépanocytose. Cette 19e édition du congrès initié par l'association de lutte contre la drépanocytose Doris rassemble une quarantaine d'associations de lutte au Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre permet aux participants de réfléchir à la prise en charge de cette maladie, le compte-rendu de la cérémonie de l'ouverture de ces travaux. Ce 19e congrès sur la drépanocytose, organisé par l'association Doris, réunit professionnels de la santé, autorités ministérielles, parents de drépanocytaires et des associations de lutte contre la maladie. Des partages de témoignages ont situé les participants dans le vif du sujet. Je voulais servir mon pays en tant que brillant jeune, aller au Britannique militaire, mais on m'a dit que je ne pouvais pas faire des efforts physiques intenses. À un moment donné, mes parents m'ont dit d'abandonner, mais moi je leur ai dit non, je n'abandonnerai pas. Je suis le seul enfant SS de mes parents, père leurs âmes, qui soit encore vivant. Mon père était un grand drépanocytaire. J'ai une de mes sœurs qui est une grande drépanocytaire et j'ai 2 enfants drépanocytaires. Souvent,
la vie vous sert ce que vous fuyez le plus et vous pensez être aguerri, prévenu et pouvoir éviter certaines réalités qui malheureusement vous rattrapent. Ces assises autour de la maladie génétique qu'est la drépanocytose a mobilisé le ministère de la Santé et des Affaires sociales, la Fondation Claudine Talon ainsi que l'Organisation mondiale de la santé autour de l'association Doris. Le centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, CPMI FED, très actif dans la prise en charge de la drépanocytose en Afrique depuis plus de 2 décennies, s'est réinventé pour mieux répondre aux besoins des malades et intégrer ses offres aux hôpitaux qui abritent ses antennes, gage de pérennisation. Les actions sont en cours pour élargir ces offres à l'ensemble de nos hôpitaux afin d'améliorer l'accès aux soins à toutes nos populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. La réponse contre cette maladie doit être globale et non limitée à des solutions médicales. Et à cet effet, le centre de prise en charge de la drépanocytose en projet intègre à souhait une maison d'accueil des parents qui a une vocation d'écoute et de soutien psychologique et social. Au-delà de la drépanocytose, l'OMS reste engagée à promouvoir un accès équitable aux services de santé, à fournir un appui technique aux pays pour leur aider à parvenir à la prise en charge de cette maladie pour le bien-être des patients. Des millions de personnes dans le monde naissent avec la drépanocytose. Ce 19e congrès, qui marque le 20e anniversaire de l'association Doris, représente un creuset pour démystifier cette affection génétique en Afrique. Non loin de cette salle rouge, la 2e édition du Forum international du cadre de vie a démarré à Cotonou hier plus tôt pour 3 jours. Une rencontre des professionnels du secteur pour davantage bâtir un cadre de vie durable. Pour la circonstance, un stand d'exposition-vente est érigé sur l'esplanade de l'Amazone. Le ministre en charge du sous-secteur y est descendu. Sa visite a consacré le démarrage des activités. Vous allez le voir sur ces images commentées ici par Teddy Goudal. Cette visite de stand du ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, consacre le démarrage des activités du Forum international du cadre de vie. Précédée d'une coupure de ruban, la 2e édition de cette initiative se repose sur le thème « Bâtissons un cadre de vie durable ». Pour cette année, puisque le gouvernement avait pris une décision de favoriser les frais de douane pour les véhicules électriques, au niveau de cette exposition, vous aurez des véhicules électriques et vous aurez toutes les informations concernant ces véhicules-là pour que notre environnement puisse mieux se sauvegarder. Il y a déjà des experts venus de tous les coins du monde qui vont faire des conférences, des panels, des conférences débats sur les thématiques du cadre de vie. Les travaux se déroulent du 10 au 12 octobre 2024 sur 3 différents sites. Il s'agit notamment de l'esplanade de l'Amazone qui abrite cette exposition-vente, au Palais des Congrès pour les panels et au Sofitel Hotel qui va accueillir le lancement officiel du Forum international du cadre de vie. Le monde entier dit, à l'occasion de ces journées, des solutions pour l'habitat, des solutions pour l'égalité et la durabilité, pour un logement équitable pour tout le monde. Et nous disons, nous mobilisons pour bâtissons un cadre de vie durable. Nous sommes convergents, que ce soit dans l'infrastructure, dans le bâtiment, ou tout ce qui concourt à l'avènement d'un cadre de vie confortable, décent, pour parler comme on parle de Nations Unies, décent et durable. Je voudrais remercier très sincèrement tous nos sponsors et tous les partenaires qui se sont mobilisés
pour faire de ce forum un événement qui va se perpétuer. Cette conférence inaugurale, conduite par le professeur Mohamed Guibigaye, a planté le décor. Dans le monde des affaires, la rentrée solennelle du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin CAMEC s'est ouverte hier au Palais des Congrès de Cotonou toujours. L'initiative qui est à sa première édition dans cet organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a mobilisé les élus consulaires, partenaires et bien d'autres autorités. Les échanges sont axés sur les différentes modes de règlement des litiges commerciaux. Ingrid Day pour l'ouverture de ces travaux. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation se met en ordre de bataille face aux litiges commerciaux. L'arbitrage et la médiation sont les deux armes dont se sert le CAMEC pour accomplir la mission qui lui est assignée. Pour sa nouvelle rentrée qui s'annonce, la structure s'engage à consentir plus d'efforts pour sauvegarder les relations contractuelles au sein des entreprises. Un engagement qui passe par le renforcement de ces modes de règlement passés ici à la loupe. Face à la lenteur, aux coûts élevés et parfois aux lourdeurs des procédures judiciaires classiques, les modes alternatifs de règlement de litiges apparaissent comme des solutions efficaces et adaptées aux réalités économiques et sociales de notre époque. Les modes alternatifs de règlement de litiges, en particulier l'arbitrage, la médiation et la conciliation, offrent une flexibilité et une rapidité que les procédures judiciaires traditionnelles ne peuvent souvent pas garantir. Ils permettent de résoudre les conflits de manière consensuelle en privilégiant le dialogue et l'écoute dans un cadre qui respecte la confidentialité et l'équité. Les modes de règlement de litige, une alternative aux procédures judiciaires, thème retenu pour cette rentrée annuelle, mérite une réflexion approfondie. Ces différentes stratégies de règlement constituent-elles vraiment une véritable alternative au recours judiciaire dans l'espace OHADA et au Bénin? C'est sur cette question que s'est penchée l'intervention du parrain de la rencontre. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, a édifié l'assistance sur la préoccupation à la lumière de son expertise scientifique. Donc nous avons retenu au niveau du CAMEC ces deux modes, donc la médiation et l'arbitrage. Mais n'oubliez pas que la médiation s'est vraiment enrichie de sous-composantes qu'il faudra maîtriser et qu'il faudra proposer aux parties. Il faut leur proposer ça. Voyez-vous? Alors, des avantages sont reconnus aux modes alternatifs. Si vous voulez que les modes alternatifs se développent, il faut bien cibler les litiges qui sont adaptés. Il y a, de ce point de vue, les litiges commerciaux internationaux et les différents relatifs aux investissements, d'un côté, et puis il y a les litiges commerciaux internes. CAMEC Bénin a déjà capitalisé 21 ans d'expérience, 2 décennies déjà que le centre s'efforce d'offrir aux justiciables une plateforme crédible pour le règlement amiable des différends. Une nouvelle dynamique dans la filière anacarde au Bénin. Les acteurs de cette filière se sont retrouvés hier au ministère de l'Agriculture à Cotonou à la faveur de l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession de l'anacarde. Il s'agit pour ces acteurs d'unir les forces pour rendre le secteur plus performant et rentable surtout. Voici le compte-rendu que nous en fait Ulrich Gaba. Ce que vous n'avez pas encore suffisamment fait, c'est s'organiser en coopérative au niveau de nos villages, au niveau de nos communes, pour qu'on puisse vous apporter encore des soutiens collectifs plus importants. Synergie d'action pour une meilleure rentabilité. C'est l'un des conseils prodigués par le ministre de l'Agriculture aux acteurs de la filière anacarde, ici réunis en Assemblée générale constitutive de leur interprofession. Après 2 mois de dur labeur, le comité préparatoire réuni dans cette salle, tous les participants identifiés. Un moment important qui annonce une révolution dans la filière anacarde au Bénin. Malgré les difficultés et les incohérences qui ont jalonné le passé de cette filière,
vous avez été combatif et engagé. Que votre bravoure serve d'exemple aux générations montantes et aux membres des différents organes qui gouverneront l'IFA rénové en renaissance. Ces assises, placées sous l'onction de 2 ministres du gouvernement, ont permis aux autorités d'attirer l'attention des acteurs sur certains maux qui minent la filière et réduisent la rentabilité des produits. Nos jeunes n'ont pas pu travailler à plein temps dans les usines. Mais les usines des autres pays ont pu travailler. C'est les usines de nos marchés d'exportation brute. Allons-nous continuer comme ça? Quand on voit le prix au kilo de la matière brute et le prix des produits finis, ce gap-là, cette chaîne de valeur que nous exportons également n'est pas un signe de patriotisme. Je ne sais pas si nous aimons nos enfants en nous comportant ainsi. Je pense que la réponse est non à l'unanimité. Que vous n'êtes pas organisé, que vous n'avez pas un numéro d'immatriculation au niveau de votre coopérative, que vous ne faites pas les ventes groupées, les gens vont toujours voler votre cajou et ils vont toujours vendre en pleine tranquillité. Mais si jamais vous avez des coopératives, vous appelez à son numéro et il vient là où vous devez vendre collectivement, il présente son produit et son numéro, on va peser. Tous ceux qui n'auront pas de numéro, c'est qu'ils ont volé, on peut les attraper. Cette assemblée générale constitutive de l'interprofession ANACAD est le fruit d'un travail minutieux conduit à travers la réorganisation des structures à la base et celles fêtières. Tous les acteurs sont désormais convaincus qu'ensemble, ils peuvent rendre cette filière prospère. Le conseiller communal Émile Rondeladji poursuit sa tournée de bienfaisance aux familles démunies de la ville de Cotonou dans les 10e et 13e arrondissements. Il a posé ses valises cette semaine dans les écoles primaires publiques à Hogbouré et Vedocot-Roi pour soutenir bien sûr la scolarisation des enfants. La journée de remise des kits scolaires est résumée dans ce reportage que je vous propose de suivre. La vaste opération de don de 5000 kits scolaires impacte à leur tour les écoliers de l'école primaire publique d'Ahogbouré à Cotonou. Comme à son habitude depuis le début de cette campagne de soutien aux couches défavorisées, Émile Rondeladji ajoute au nécessaire de classe une dotation financière de 171 000 francs CFA. Le montant va servir à soulager les parents quant aux frais d'évaluation mensuels payés par les apprenants. Nous avons décidé de payer les frais d'évaluation à tous les enfants de C1 jusqu'au CM2. Nous voulons vous rassurer que ce n'est pas le premier geste. Nous allons continuer. Nous allons seulement bénir Dieu et ses partenaires qui, malgré les situations difficiles que nous traversons, quand même, arrive à mettre les petits plats dans les grands pour venir aider la communauté. Nous allons demander aux parents, aux enfants, de prier pour cette fondation et son équipe. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse la fondation Rondeladji. Du 13e arrondissement de Cotonou, le donateur et sa suite ont rejoint le 10e à l'école primaire publique de Vedocot-Roi Midedi. Le geste a été le même, avec le même élan de générosité. Tout ceci est assorti d'une large reconnaissance des bénéficiaires et la promesse de faire rejaillir tout ceci sur le rendement scolaire des écoliers. Nous sommes venus, nous avons recueilli encore quelques doléances auprès des parents d'élèves, auprès des enseignants, que nous allons nous retirer et réfléchir à cela. Il n'y a pas que ça. Nous avons plusieurs activités à mener dans ce cadre-là, dans ce cadre du recrutement social. Nous avons commencé depuis le lundi dernier la distribution des fournitures scolaires, c'est-à-dire des kits scolaires aux enfants. Nous allons revenir, après avoir étudié, discuté entre les hiérarchies, nous allons revenir
et revenir avec des actes concrets, comme vous venez de le constater. C'est une devise pour Émile Roundéladji et ses partenaires. Croire en l'école, c'est préparer l'avenir d'une nation. L'Institut Polytechnique de formation valeurs universelle envoie plus d'une centaine de professionnels sur le marché de l'emploi, et ceci après qu'ils ont franchi avec succès les évaluations de fin de formation. Les diplômes délivrés viennent couronner les mois d'apprentissage dans divers corps de métier. La remise de parchemin s'est déroulée devant un parterre d'invités, parents et autres personnalités. Elle a été couplée avec la remise de kits aux récipiendaires. Les détails. 122 au total, ils sont appelés désormais à faire valoir leurs connaissances puis leur savoir-faire sur le marché de l'emploi. Après plusieurs mois de cours théoriques mais également pratiques, suivis d'une évaluation de fin de formation, ces jeunes hommes et femmes sont les meilleurs retenus dans leurs promotions respectives. Tous reçoivent maintenant ici leurs différents parchemins des mains des responsables de l'Institut de formation polytechnique Valeurs universelles. Il y a de cela 12 mois pour certains et 36 pour d'autres, que je vous souhaitais la bienvenue à l'Institut Valeurs universelles. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de satisfaction. Je reviens vers vous pour vous dire félicitations. Chers apprenants, vous sortez ce matin certes avec vos diplômes et le plus dur commence, celle de l'insertion et de l'emploi. Aujourd'hui et plus que jamais, vous avez besoin de mettre en œuvre tout ce que vous avez reçu comme éthique dans cette école. Les nouveaux diplômés sont qualifiés dans divers domaines, dont entre autres la coupe, couture, hommes et dames, esthétique, coiffure et tresse, électricité, bâtiment, sérigraphie et dessin. Maintenant, c'est réseaux informatiques, analyse et programmation web et mobile, hôtellerie, restauration et tourisme, secrétariat bureautique, caisse et assurance, auxiliariat de pharmacie et la délégation médicale, technique de production animale et végétale, ainsi que dans les filières techniques comme le génie civil, électronique, série G1, G2, informatique et maintenance industrielle. Transformés pour affronter les défis qui les attendent, ils sont reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de leur formation. Nous sortons d'ici avec des outils qui nous permettront de contribuer, de grandir et d'inspirer. Il nous appartient désormais de les utiliser pour faire de nos rêves une réalité. Cette cérémonie de remise de parchemin aux étudiants de la promotion 2024 est couplée avec celle de don de kits aux récipiendaires. À l'occasion, parents, responsables de l'Institut, de même que les représentants de parrains leur ont prodigué des conseils. Ce matériel évalué à 8 989 500 francs a été obtenu avec la participation du ministre de l'eau, Seabou Sebou Adambi, et du président ministre Biochane Abdoulaye. Chers donateurs, votre contribution change des vies et offre des opportunités inestimables à des jeunes talents qui, sans vous, n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'aller aussi loin. Cadre d'intégration professionnelle et incubateur d'emploi, l'Institut de formation polytechnique Valeurs universelles a fait l'option des formations alternatives, techniques, parascolaires et post-universitaires dans les métiers porteurs d'avenir. La structure œuvre de par ses actions pour le développement et le social. Elle ambitionne d'insérer au moins 500 jeunes d'ici 2025 dans le monde du travail. On finit en revenant sur ce coup réussi des Guépards 3-0 face au Rwanda, au Félicia cet après-midi dans le cadre des éliminatoires comptant pour la CAN Maroc 2025. Deuxième victoire consécutive des Guépards en 3 sorties. Et bien les buteurs ce soir, Steve Mounier, Andreas Montonji et le tout nouveau en sélection nationale buteur Imran Hassan. Et bien rendez-vous mardi prochain pour le retour, ce sera à Kigali. Merci d'avoir suivi ce journal. Belle soirée à chacun et à tous et surtout très bon week-end.